Du jour, eh bien, cela concerne la culture et la manière dont, chez nous, c'est assez étonnant, on n'en parle pas beaucoup, mais la manière dont les théâtres, les lieux d'exposition par exemple, qu'elles se soient temporaires ou bien de manière constante, l'industrie cinématographique, on produit beaucoup de films en Belgique, vous le savez. Comment est-ce que toute cette industrie eh bien, peut devenir plus durable, puisqu'il y a cette nécessité aujourd'hui, ce grand défi de l'humanité de gérer ce défi climatique. On en parle avec vous, Max Hermans. Vous avez participé à la mise en place d'une très belle start-up à Bruxelles qui s'appelle The Green Shot. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, le film Annette, présenté à Cannes l'année passée, avec notamment Marion Cotillard, Adam Driver, notamment Léa Seydoux, eh bien ce film a bénéficié de votre aide et de la manière dont on peut calculer très précisément son empreinte carbone. On y reviendra dans un instant. À côté de vous, c'est Stéphanie Lempouls pour le programme Europe Créative. Vous représentez la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis Sophie Coronet, qui est la Madame Durabilité, si je puis dire, notamment du Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles. Le théâtre qui a fait c'est une des premières fois, je pense, dans le secteur, qui a fait son calcul d'empreinte carbone il y a 2-3 ans et qui aujourd'hui, grâce à vous, Sophie Cornet, eh bien, s'intéresse à toutes ces questions sur la manière d'être plus durable. On nous posait la question, Max Hermans, vous avez participé donc à la manière d'évaluer, de calculer une empreinte carbone dans la production d'un film comme Annette. On nous demandait, tiens, est-ce que financièrement, la culture a les épaules suffisamment solides que pour se préoccuper de ce genre de choses? J'imagine que ça peut peut-être coûter plus cher de loger les artistes dans des endroits qui sont respectueux de l'environnement, de les faire venir peut-être par train ou par un autre moyen de transport que l'avion. Quelle est la réponse par rapport à cet argument financier ? On a des postes sur lesquels on va économiser de l'argent en réduisant la facture environnementale. On a des postes où on va dépenser plus en faisant des meilleurs choix pour l'environnement. Il faut savoir que sur une production de film, on a entre 70 et 80% des émissions carbone d'un film provient de l'énergie et des transports. Donc ça, ce sont typiquement deux postes sur lesquels, en faisant des meilleurs choix, on peut réduire la facture au niveau budgétaire et aussi améliorer son impact environnemental. Je prends un exemple pour l'énergie. Sur des tournages de films, on va avoir tendance à prendre un groupe électrogène qui va nous suivre tous les jours de tournage. Avec une meilleure préparation, on va se brancher sur le circuit d'électricité locale, donc des bornes en ville ou des prises triphasées dans un théâtre ou autre, qui vont permettre d'économiser un groupe électrogène chaque jour et aussi de réduire l'impact environnemental de brûler du diesel pendant 12 heures devant un plateau de tournage. Ouais. The Green Shot propose à la fois de mesurer très concrètement, via son smartphone par exemple, d'être très pratique pour se dire, tiens, mon empreinte carbone aujourd'hui par rapport à la production de ce film, voilà tous les postes qui sont impactés. Et puis vous fournissez aussi une mise en réseau, une liste de fournisseurs par rapport à l'industrie cinématographique qui sont des fournisseurs plus respectueux de l'environnement. Oui, c'est-à-dire qu'une grande part de la transition écologique va passer par l'éducation des techniciens et par avoir des meilleurs fournisseurs plus proches de là où on travaille. Donc ça, ce sont des ressources vraiment qu'on met à disposition de l'ensemble du plateau à tout moment. Est-ce qu'une application comme la vôtre, question qui nous est posée, comme The Green Shot, pourrait servir aussi, et là on sort de la culture, est-ce que ça peut servir à tout un chacun, en citoyen lambda, qui voudrait calculer son empreinte carbone? On sait qu'aujourd'hui il y a des sites internet qui le permettent. C'est parfois difficile de se dire, tiens, sur l'espace d'une journée, d'une année ou d'un mois, comment est-ce que je peux mesurer mon empreinte carbone? Est-ce que The Green Shot est la solution? The Green Shot pourrait tout à fait s'adresser aux particuliers. C'est pas du tout l'objectif pour l'instant parce qu'on est au début et on fait les choses une par une. L'idée vraiment du Green Shot, c'est de connecter les informations financières avec les informations environnementales. Donc n'importe quelle facture, par exemple de chauffage chez vous en tant que particulier, pourriez rentrer le montant et le fournisseur de cette facture dans l'application, on vous donnerait l'impact carbone. L'idée de ce calcul carbone, comme on avait l'exemple de la monnaie avec plusieurs milliers de tonnes, c'est pas tellement d'avoir ce chiffre, c'est de réfléchir comment est-ce qu'on peut réduire ce chiffre. Une fois qu'on connaît notre mesure, comment est-ce qu'on fait pour réduire ça et jusqu'où on peut aller dans la réduction. Ouais, question d'un auditeur qui nous est parvenu, je la relaye dans un instant, mais je me tourne vers Sophie Cornet. Vous gérez cette question de la durabilité au sein d'un théâtre comme celui de la Monnaie à Bruxelles. Cet aspect financier, est-ce qu'au niveau de la direction du théâtre, par exemple, est-ce qu'on se dit à un moment donné, attention, on freine un peu parce que faire des choix plus durables, plus respectueux de l'environnement, ça va nous coûter plus cher? Alors, on a freiné jusqu'ici, mais c'est moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, comme la question devient de plus en plus importante, il y a un certain budget qui est aujourd'hui dédié pour des projets innovants et d'expérimentation. Mais certaines mesures ne coûtent pas nécessairement plus cher. Donc, en effet, une fois qu'on réduit les consommations, on est sur des réductions de budget également, comme vous venez de le dire.
mais parfois c'est simplement réorienter aussi un budget différemment. Là, par exemple, on a revalorisé un très grand nombre de décors, donc de containers de décors. Nos décors sont stockés dans des containers à Anvers et on a voulu réduire ce stockage de la façon la plus vertueuse possible. Et donc, plutôt que de passer par des collecteurs de déchets habituels, on a essayé d'entamer une réflexion sur la revalorisation. On est simplement passé par une autre entreprise et donc c'est orienté différemment en fait le budget. Ça nous a pas coûté nécessairement beaucoup plus cher, mais on a fait une expérimentation qui nous a apporté une nouvelle connaissance et une nouvelle façon de faire. Ça demande aussi une nouvelle relation avec ses fournisseurs. On le disait avec Max Hermans pour The Green Shot. Peut-être changer son regard sur les fournisseurs, quitte à se dire tiens, on change à un moment donné de fournisseur, mais se dire dans nos achats au quotidien pour un théâtre, que ce soit la conception des décors, que ce soit le chauffage, que ce soit l'accueil aussi des publics, que ce soit simplement les flyers, aussi tout ce qui est lié au fonctionnement du théâtre, la relation aux fournisseurs doit être réinventée aujourd'hui. Oui, alors le théâtre fonctionne par marché public, donc ça c'est un bon levier en fait pour pouvoir intégrer, déjà travailler sur les coûts, sur l'aspect financier, mais aussi sur la dimension environnementale, puisque maintenant dans nos cahiers des charges, on intègre pratiquement systématiquement des critères de durabilité qu'on essaye de renforcer en fonction de ce qui est possible sur le marché. Et donc là, par exemple, on vient de changer de prestataire pour la cantine du théâtre. On fait appel à une entreprise dont l'ADN est vraiment la durabilité, qui est Gros Thailand, pour ne pas la citer. On est d'ailleurs très heureux du choix. Ils vont se mettre en place là maintenant dans quelques jours. Et donc c'est un choix qui a été fait notamment sur des données, qui tient compte de critères tant environnementaux que financiers. La cantine, c'est important aussi, bien sûr. Merci de le citer, Sophie Cornet. Question, et on essaiera d'y répondre peut-être plus largement dans la troisième partie d'émission, mais tout de même, Stéphanie Lempouls, puisque vous représentez en partie la Fédération Wallonie-Bruxelles via ce programme Europe Créative. Jean-Philippe, auditeur, nous demande, tiens, est-ce que le plan transversal pour la transition écologique de la Fédération Wallonie-Bruxelles a-t-il un impact sur le monde culturel ? Est-ce que le secteur culturel a été associé ? Nous demande-t-il. Est-ce qu'il y a des aides méthodologiques qui sont proposées à la culture par rapport à ce grand plan de la transition ? Alors pour l'instant, c'est toujours à l'étude. Donc on travaille sur des incitants potentiels pour le monde culturel. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'incitants très concrets. Oui. On essaiera avec vous, Stéphanie Lempouls, de citer peut-être déjà 2 grands projets européens, par exemple, qui sont vraiment liés à la durabilité. Notamment, on parle d'économie circulaire. On essaiera de voir comment des artistes peuvent réellement proposer des projets européens qui sont liés à cela. On a volontairement choisi Feu Chatterton, si vous le voulez bien, comme titre. N'hésitez pas à être très attentif aux paroles de ce titre. Compagnon, c'est la pause musicale qui va nous accompagner jusqu'à 11h ce matin. Ce seront les informations. 6031, c'est le SMS si vous souhaitez poser des questions. N'hésitez pas via la page Facebook de l'émission, ou bien tendance au pluriel première@rtbf.be, tendance première@rtbf.be. Comment est-ce que la culture peut fonctionner différemment pour être plus durable ? C'est le sujet du jour. Soyez attentifs à Feu Chatterton et au titre qui arrive, Compagnon, la transition est toute faite. Compagnon d'un mauvais jour, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon de mauvais jour, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnon de mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, et je ne viens pas au concert pour entendre hurler
son de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez, moi je prends ma casquette et 2 ou 3 cigarettes dans le paquet et je m'en vais, je m'en vais. Compagnons des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillés, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer, au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Je vous souhaite une bonne nuit. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Podcast La Première. Napoléon, le crépuscule de l'aigle. Soldats du 5e, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un seul homme qui veuille tuer son empereur, il peut le faire, me voilà. Revenu d'exil de l'île d'Elbe, Napoléon remonte sur Paris. C'est le début des 100 jours. Toute l'Europe le déclare hors la loi et décide d'en finir avec lui une fois pour toutes. Tout se joue à Waterloo. Forcé d'abdiquer une 2e fois, Napoléon, déporté à Sainte-Hélène, décide de façonner sa légende. C'est dans les temps difficiles que les grands hommes déploient toute l'énergie de leur caractère et deviennent un objet d'admiration pour la postérité. Napoléon, le crépuscule de l'aigle, une série en 5 épisodes, disponible sur la page podcast du site lapremière.be et sur Ovio. 5 heures, la bonne année. Hugues Daillé, Rudy Léonet. Bonjour mon cher Hugues. Bonjour mon cher Rudy. On se retrouve tous les jours à 16h sur La Première. Pour la bonne année des 5 heures, notre showrunner René fera tourner la grande roue. Mais s'arrêtera-t-elle sur la bonne année ? La réponse en anecdote et en chanson tous les jours à 16h sur La Première. Pour la bonne année des 5 heures. 5 heures, la bonne année. Tous les jours de 16h à 17h sur La Première et quand vous voulez sur Ovio. Pour cette nouvelle année, on gâte les uns. Waouh, un nouveau smartphone! Et on gâte les autres. Trop bien, pour moi aussi. En ce moment, chez vous, les super deals pour tous, c'est vraiment pour tous. Que vous soyez déjà client ou que vous le deveniez, vous profitez tous de smartphones à seulement 1 € avec une option data. Xiaomi 11 Lite, Samsung Galaxy A52s ou Oppo A94, tous à 1 €. À vous de choisir. Oh, c'est génial, moi aussi je peux en profiter. Vous d'abord. Plus d'infos sur vous.be ou dans votre boutique Vous. C'était une année mémorable, remplie de magnifiques moments. Comment la résumer de manière aussi chouette ? Grâce à un livre photo COE. Sa couverture luxueuse avec finition en relief lui donne une touche encore plus jolie. Lors de la création d'un livre photo COE, recevez maintenant en cadeau la finition en relief dorée, argentée ou brillante. Sublimez la beauté de vos photos sur cewe.be. Merci de nous suivre, il est 11h. Bonjour à tous. Les ministres de la Santé se réunissent de nouveau aujourd'hui après-midi. La question d'une réduction de la quarantaine et d'une adaptation des règles de dépistage du Covid-19 doit encore être tranchée. La CIM Santé devrait trouver un consensus aujourd'hui. La décision sera ensuite validée par le comité de concertation jeudi. Il est question de limiter la quarantaine des personnes entrées en contact avec une autre personne infectée pour ne pas risquer de paralyser l'économie du pays. Et sachant que les personnes infectées par le variant Omicron sont moins longtemps contagieuses. Les derniers chiffres de la pandémie, 10 900 contaminations enregistrées en moyenne chaque jour. La hausse du nombre d'infections se poursuit, 69% de plus que la semaine précédente. Le nombre d'hospitalisations augmente également, 156 par jour en moyenne. C'est une hausse de 15%. Hausse aussi, mais faible pour les cas traités en soins intensifs.
La nuit fut plus calme que prévu sur le front des intempéries dans le sud du pays. Au final, les pompiers n'ont pas reçu beaucoup d'appels, mais il devrait encore pleuvoir ces prochaines heures. L'eau blanche au sud des provinces de Hainaut et de Namur, ainsi que la Seine en Brabant wallon et en Hainaut, sont à leur tour entrées en phase de préalerte de crue. L'IRM conserve par ailleurs son alerte jaune aux fortes pluies jusqu'à 1h du matin. L'Institut Royal Météorologique en ajoute une deuxième alerte pour route glissante, celle-là jusque demain matin à 8h. Les températures devraient en effet baisser nettement la nuit prochaine. L'actualité internationale, 2 drones piégés ont visé ce matin une base militaire en Irak. La base abrite des troupes de la coalition internationale anti-djihadiste emmenée par Washington. Les 2 drones ont été interceptés et détruits. Il s'agit de la 2e attaque de ce type en moins de 48 heures. Elle survient dans le contexte du 2e anniversaire de la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué justement par un tir de drone des États-Unis en Irak en 2020. Voilà pour l'information. Merci d'être à l'écoute. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be. Intermarché, c'est dingue, hein? 1+1, 2+2 gratuit sur plein de marques. Oh oui, c'est complètement dingue. Intermarché, avec vous pour une vie moins chère. Merci de nous suivre ce matin en direct Tendance Première. Je suis très heureux de parler dans ce dossier du jour de la manière dont la culture au sens large, que ce soit les théâtres, l'industrie cinématographique, les expositions, les musées aussi, on n'en a pas encore cité, les musées, comment est-ce qu'ils peuvent, dans leur fonctionnement au quotidien, se mettre en marge vers la transition et fonctionner de manière plus durable. On en parle dans une 3e partie avec nos invités dans un instant. Et puis en toute fin d'émission, la séquence qu'on met en avant cette semaine-ci, des mots qui vont nous occuper pendant 2022, ce sont les fameux hashtags sur les réseaux sociaux. On parlera de consommation et de textile tout à l'heure avec une industrie chinoise qui cartonne auprès des jeunes, c'est l'industrie Shein, qui pose beaucoup de questions, notamment en matière d'éthique et de réchauffement climatique. On en parlera en toute fin d'émission. Merci d'être là. Tendance Première, Fabrice Lambert. 3 invités ce matin depuis 10h30 pour nous parler de la culture et de la manière de fonctionner de manière plus durable. Sophie Coronet, vous êtes indépendante depuis 10 ans. Vous avez suivi une formation en éco-conseil. Vous vous êtes dit, tiens, je change de métier pour me mettre au service de la culture. Il y a Stéphanie Lempouls qui est avec nous pour le programme Europe Créative. On va en reparler pour refermer ce dossier. Stéphanie Lempouls, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, merci d'être là. Et puis, l'homme de la situation ce matin dans le studio, c'est Max Hermans. Max Hermans, vous avez créé cette start-up bruxelloise de Greenshot qui a accompagné, pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle, une application qui a accompagné notamment le film Annette l'année passée, qui a reçu le prix de la mise en scène à Cannes. Le film Annette qui a mesuré, c'est une des premières fois dans l'industrie cinématographique qu'une production a mesuré son empreinte carbone grâce à l'application bruxelloise. 60-31, je vous le rappelle, jusqu'à 11h15, c'est le SMS 60-31, 75 centimes le message. Sophie Coronet, juste une petite question sur votre parcours personnel, si vous le voulez bien. Je disais qu'il y a 10 ans, vous avez fait une sorte de switch aussi de transition, vous avez quitté votre métier pour vous lancer dans une formation d'éco-conseil. Comment s'est fait cette jonction avec le secteur culturel ? D'abord, j'ai juste parce qu'il y a 2 jonctions en fait. Il y a d'abord le fait de quitter mon ancien travail qui était dans la communication web, où j'avais essayé de mettre en place j'avais cette conscience de vouloir mettre des choses en place au niveau environnemental, mais c'était compliqué. Donc voilà, les circonstances de la vie ont fait que j'ai pu prendre une année et puis me faire une formation en effet en éco-conseil à l'Institut Éco-Conseil de Namur. Et puis, il se fait que dans le cadre de cette formation, l'opportunité s'est présentée d'ouvrir une porte qui n'était pas encore ouverte jusque-là et de faire un stage de 6 mois au centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, c'est dans ce cadre que j'ai pu mettre un premier pied dans le secteur de la culture en lien avec la durabilité. J'imagine qu'il y a 10 ans d'ici, on devait vous regarder d'un œil un peu spécial, se dire, tiens, que vient faire une éco-conseillère dans le secteur culturel ? C'était en effet très nouveau, même s'il y avait d'autres initiatives qui étaient déjà en marche en France, notamment EcoProd au niveau de l'audiovisuel et du cinéma, puisque là je parle du secteur du cinéma dans lequel j'étais à ce moment-là. C'était vu d'un
d'un drôle d'œil, mais en même temps un œil intéressé, puisque c'était... là, j'ai ouvert une porte en tant que stagiaire, donc il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, mais par contre, il y avait un enjeu de pouvoir mettre à plat des informations qui n'étaient pas encore connues. Donc... Et aujourd'hui, vous êtes responsable de la durabilité au sein d'une grande enseigne culturelle en Belgique, c'est le Théâtre Royal de la Monnaie. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, juste rapidement, ça veut dire coordonner quel type de poste, quel type de fonction au sein de ce théâtre-là ? Alors là, historiquement, la fonction est rattachée à la gestion financière du théâtre, mais ça aurait pu être sous le couvert d'autres fonctions, d'autres directions. Et ça signifie quoi ? C'est une fonction en fait hyper transversale. Ça signifie de pouvoir parler avec les différents services, les différents départements du théâtre, de les faire se communiquer entre eux, mais aussi de pouvoir les mettre en relation, en réseau avec les bons interlocuteurs, qu'ils soient internes ou externes, pour pouvoir mener des projets très concrets. Ouais. Sur la durabilité. Stéphanie Lempouls, on nous demandait, juste avant de marquer une pause et les informations de 11h, un auditeur nous demandait, et vous travaillez au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le programme Europe Créative, je crois que c'est jusqu'à 2027. Oui, c'est un programme de 7 ans. Sur l'accompagnement du secteur culturel, pas que sur les questions de la durabilité, c'est aussi de manière générale sur l'égalité des genres, sur d'autres thématiques qui sont liées de manière, pour le faire large, sur la résilience, la manière de changer un peu la société. Quelqu'un nous demandait si des aides méthodologiques concrètes étaient proposées au secteur culturel chez nous pour justement faire cette transition écologique. Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou de l'Europe Créative ? Plutôt la Fédération. Oui, là, je suis moins à même d'en parler, mais je sais que c'est très à l'étude actuellement. Donc, on envisage clairement des incitants. Ça doit être étudié parce qu'il y a énormément de choses qui se font un peu partout. Voilà. Par contre, le programme Europe Créative, là, vous proposez très concrètement d'aider le secteur culturel à justement faire cette transition. Oui, là c'est assez nouveau, donc c'est le nouveau programme 2021-2027. Les premiers appels ont été lancés en 2021, donc on a tout juste les premiers résultats qui tombent. Et là, la nouveauté, c'est bêtement une question dans le formulaire de candidature. Je dis bêtement, mais c'est pas anodin. On vous demande en quoi votre projet va contribuer à rendre le secteur culturel ou audiovisuel plus vert. Alors c'est 5 points sur 100. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est énorme. Pourquoi ? Parce que la compétition est très, très élevée au niveau européen. Et donc, concrètement, on vous demande qu'est-ce que vous faites lorsque vous préparez, vous travaillez sur votre projet. Qu'est-ce que vous faites pour que votre activité soit durable ? Donc ça, c'est une première étape. Ça va nous permettre aussi d'évaluer un petit peu par la suite les réponses, parce qu'on n'a pas de données en Europe sur comment tout le secteur culturel traite cette question aussi. Donc on part de là. Il y a des efforts de sensibilisation aussi qui sont faits. On organise énormément d'événements, d'échanges de bonnes pratiques en matière de durabilité. Et puis alors on a certains appels aussi où clairement on dit qu'on portera une attention particulière au projet qui permettra de faciliter un secteur plus durable, de rendre le secteur plus durable, tel que Greenshot par exemple. On a parfois tendance à confondre un peu la manière dont fonctionnent les théâtres et les sujets qui sont portés par l'industrie culturelle. Europe Créative s'intéresse aussi aux productions, au contenu, se dire tiens, on facilite ou on encourage peut-être les productions culturelles qui sont très ancrées dans leur contenu sur ces défis climatiques par exemple. Non, nous, on soutient le premier critère, c'est la qualité du projet. Donc, on ne va pas influencer le sujet. Mais clairement, on essaye de conscientiser les auteurs, de sensibiliser le secteur. Donc, parce qu'on estime qu'il y a un double rôle, une double responsabilité au sein du secteur culturel. C'est que d'une part, elle doit contribuer à l'effort comme n'importe quel autre secteur. Mais d'autre part, c'est un secteur qui est porteur de messages, qui est un moyen d'expression. Et donc, qui conscientise, qui sensibilise aussi le public. Donc l'idée, c'est que les auteurs prennent conscience de ça aussi et que dans les films, au lieu de voir le personnage principal à la machine à café avec un gobelet en plastique, il y a un mug qui va laver après, par exemple. Et on verra, je pense qu'il y a un projet en 2023 mené du côté de la Monnaie, à Bruxelles. Le théâtre, on en parlera avec vous, Sophie Cornet, pour refermer l'émission. 2-3 questions qui nous sont parvenues, dont une sur Greenshot. Quelqu'un nous dit, on essaiera de mettre le lien d'ailleurs sur la page de l'émission, sur Tendance Première, le site de l'RTBF, ou sur la page Facebook de l'émission, parce qu'elle ne trouve pas l'application de Greenshot, et elle nous dit, je suis guide touristique, ça pourrait m'être utile dans la conception de mes visites, point d'interrogation.
Oui, tout à fait. N'importe quelle personne qui est amenée à visiter différents lieux, différents décors, que dans le cas d'un guide touristique, d'amener des gens dans différents endroits, pourrait avoir des informations en plus, soit sur les ressources à proximité, soit sur comment est-ce que les gens peuvent se rendre jusqu'à son point de rendez-vous, par exemple, pour réduire aussi cet impact-là. Donc oui, tout à fait, le Greenshot pourrait être utilisé par des guides. Voilà la réponse. On essaiera, je vous le disais, Max Hermans, vous avez co-créé et cofondé cette application de Greenshot. On mettra sur la page de l'émission et sur les réseaux sociaux la manière de trouver effectivement le site internet. Sur 2023, Sophie Cornet, pour terminer, et sur la production du contenu du Théâtre Royal de la Monnaie, est-ce que des choses se dessinent en faveur justement de cette prise de conscience de la crise climatique ? Oui, alors en 2023, on a une production qui s'appelle Cassandra, qui parle en fait de l'activisme climatique. Et donc c'est en effet une opportunité pour le théâtre de pouvoir avoir un projet complet, c'est-à-dire qui porte un message déjà qui soit en lien avec le changement climatique, mais aussi de pouvoir faire un maximum d'efforts sur la manière dont cette production va être pensée. Et donc là, le projet est en cours. Il y a déjà une série de discussions qui ont eu lieu entre le théâtre et les artistes, mais aussi avec les jeunes activistes pour le climat qui sont intégrés dans la conception du projet. Voilà. C'est magnifique, les choses bougent chez nous. On pointe souvent du doigt l'inaction, l'inertie politique en Belgique. On a d'ailleurs été incapable à la dernière COP de se mettre d'accord entre la région flamande et wallonne pour notamment la réduction des gaz carboniques, du CO2. Et bien là, on voit, grâce au dossier du jour, que le secteur culturel est mis en marche aussi sur la manière de fonctionner de manière plus durable. Merci beaucoup de Greenshot, l'application. Je rappelle que vous avez accompagné le film Annette l'année passée qui a marqué le festival de Cannes. Vous trouverez toutes les informations sur la page de l'émission Tendance Première et sur notre réseau social, la page Facebook. Merci beaucoup Max Hermans pour ce projet. Europe Créative aussi, beaucoup d'informations à trouver sur la manière dont le secteur culturel peut se mettre en marche vers la transition écologique. Europe Créative, c'est le programme que vous représentiez aujourd'hui, Stéphanie Lempouls. Merci d'être là. Et puis, pour le Théâtre Royal de la Monnaie, on encourage nos auditrices et auditeurs d'aller à ce théâtre. C'est Sophie Cornet qui est la responsable de la durabilité au sein de ce théâtre. Merci beaucoup et bravo pour tous ces projets. C'est Red Hot Chili Peppers qu'on va s'écouter sur la première. On reste avec nous. La dernière séquence parlera de textile et de mode avec cette industrie chinoise.